Arrivé à la dernière manche du championnat ex-aequo avec son rival pour le titre, ce n'est pas arrivé qu'à Hamilton et Verstappen. Non, cette situation, rarissime, s'est produite en 1974 quand Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni arrivaient avec 52 points chacun au Grand Prix des États-Unis. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pilote Ferrari, le Suisse le plus victorieux de la Formule 1. Bienvenue dans ce nouveau, pas champion, mais victorieux. La Suisse en Formule 1, c'était une nation importante qui résonne encore dans les livres d'histoire. Si aujourd'hui, elle ne se résume presque qu'exclusivement à Sauber, l'écurie helvétique, et à son directeur Mattia Binotto, de la même nationalité, avant, la présence de la Suisse était bien plus importante. De ces pionniers des années 50 qu'étaient les Emmanuel de Grafenried, Tony Branca, Peter Hitt ou Rudi Fischer qui glanera le premier podium suisse de la catégorie, à la génération de toutes les promesses qui étaient incarnées par Joe Siffert, un immense talent, et quelques années plus tard, par Clay Regazzoni. Gian Claudio Giuseppe Regazzoni, dit Clay Regazzoni, est né le 5 septembre 1939 à Mendrisio dans le Tessin, canton italophone de la Suisse. Né 2 jours après le lancement de la Seconde Guerre mondiale. Bon, la Suisse étant un pays neutre, c'est un petit peu plus calme, mais bon, ça reste pas non plus le contexte idéal. Fils de carrossier, Clay ne s'intéresse que tardivement à la compétition automobile, presque interdite dans son pays depuis 1955 et le drame des 24 heures du Mans, qui coûta la vie à plus de 80 personnes. Un drame qui a bouleversé le monde du sport automobile, et la Suisse a donc pris une décision radicale. Jusqu'alors, le championnat du monde de Formule 1 comptait dans son calendrier un Grand Prix de Suisse, tenu à Bremgarten. Les pilotes helvétiques se retrouvent désormais orphelins de Grand Prix. Mais ça, pour le moment, Clay n'en a que faire, et pour cause, le sport automobile ne fait pas encore partie de ses centres d'intérêt. En fait, c'est dans les années 60 qu'il tombe dans la marmite. En réalité, la Suisse n'a pas interdit toute la pratique du sport automobile sur ses terres, car si les circuits sont bien prohibés, le rallye peut encore exister. Et c'est par cette branche qu'en 1963, Regazzoni dispute sa première compétition en course de côte au volant d'une Austin Healey. Et il faut dire que Clay s'en sort bien, il prend 2 podiums en 3 épreuves, ce qui l'encourage à poursuivre. Il passe en Mini en 64 avant de débuter sur circuit en 65 en F3 avec une Brabham. Ses 2 premières saisons en monoplace où il croise des Jean-Pierre Beltoise ou alors Jackie X sont correctes, sans pour autant être transcendantes. 1965 avec une Brabham, puis 1966 avec une De Tomaso, Clay est cependant repéré par le constructeur italien Tecno. La voiture est performante et devient le pilote de pointe de la marque en 68, année où il cumule la F3 et la F2. S'il ne parvient pas à s'imposer en Formule 2, il prend cependant 2 podiums avec une 2e place à Crystal Palace et une 3e à Pergusa. Il termine 7e du championnat. La F3 est dans la même veine, mais le Tessinois frôle le drame à Monaco. Il perd le contrôle dans la rapide chicane après le tunnel et passe sous les barrières Armco. Clay est un miraculé. Il s'est baissé suffisamment pour ne pas être décapité. Une grosse frayeur. Durant ces années d'ascension, Clay séduit pas mal de monde avec son style agressif. Si ça lui causera quelques torts durant sa carrière, ça lui permet de réaliser une belle performance, et si son programme n'est que partiel en 69, cette année est importante car il se rapproche de la Scuderia Ferrari. Rien que ça. Voilà donc cette fameuse Ferrari de Formule 1. Oui, ça c'est une des 4 voitures qu'on a maintenant à l'usine. Il y a une là, une autre ici dans l'usine, les autres 2 sont restés en Amérique pour le dernier Grand Prix du Mexique. En 1970, toujours avec Tecno, il remporte son tout premier titre en carrière avec le championnat de F2. 4 victoires entre Hockenheim, Rouen, Pergusa et Imola pour s'adjuger le titre devant Derek Bell et Emerson Fittipaldi. C'est pas mal. Dieter Kessel, regardez, essaye de se faufiler à droite pour attaquer Regazzoni au freinage. Et il passe, il se touche. Oh là là! Tous les deux en tête et à queue, je vous avais dit qu'on risquait de voir quelque chose d'extraordinaire. Et Kester est le premier à repartir dans l'herbe. Ah, c'est vraiment une arrivée de course assez incroyable, ils se sont touchés. Aucun des deux n'a voulu lever le pied. Kester est reparti le plus vite. Regazzoni, qui était en tête à queue, est parti derrière. Ah, je veux dire, j'ai jamais vu une arrivée de course pareille. La course va revenir, ils sont fous. J'entends dire à côté de moi, effectivement, là, c'est à l'heure. Oh là 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 là. Et c'est Dieter Kester,
C'est Dieter Kester sur les acclamations du public qui va remporter la course. Mais surtout, en 1970, il intègre la Scuderia Ferrari. À cet instant en Formule 1, Ferrari est dans le creux de la vague. Leur dernier titre remonte à 1964 avec John Surtees et le départ du Britannique a causé quelques torts à la Scuderia. Des torts qui se sont répercutés les années suivantes, mais en 70, il faut dire que les Rouges retrouvent un petit peu de performance. Vice-champion l'an passé avec Brabham, Jackie Ickx est le leader de l'écurie et joue les tout premiers rôles face à un certain Jochen Rindt. Mais du côté du deuxième pilote, c'est plus délicat. Seul durant les 3 premières courses, le Belge a été rejoint par Ignazio Giunti au Grand Prix de Belgique, mais les dirigeants de la Scuderia veulent tester Clay Regazzoni. Lui qui vient de préparer et de disputer les 24 heures du Mans avec Arturo Merzario sur une 512S, expérience qui n'a duré que 38 tours. C'est seul dans la Sarthe. Clay débarque à Zandvoort pour faire ses grands débuts dans l'élite. Il faut dire qu'un pilote hargneux et passionné, ça a de quoi séduire Ferrari et Enzo, et sa première course va être assez bluffante. Qualifié 6ème, Clay réalise un bon premier Grand Prix malgré un mauvais départ. Si Rindt s'impose devant Stewart et Ickx, Clay prend la 4ème place. Le truc, c'est que Giunti avait fait la même chose à Spa, et ça sème le doute en interne. Alors Enzo demande une alternance entre ses pilotes. Résultat, Clay n'est pas présent en France, mais il revient à Brands Hatch. De nouveau 6ème en qualification et 4ème au terme du Grand Prix. Finalement, au terme de sa deuxième course, Regazzoni apprend qu'il disputera le reste de la saison. Giunti prendra occasionnellement le volant d'une 3ème voiture. Le Suisse a remporté son premier duel et il va pouvoir travailler plus sereinement. S'il abandonne en Allemagne, le Suisse fait oublier sa bévue dès l'Autriche. Qualifié 2ème devant Jackie Ickx, il prend son tout premier podium en carrière au terme de la course. 2ème, cette fois-ci, derrière Jackie. Mais ce n'est rien en comparaison avec l'Italie. À Monza, pour son 5ème Grand Prix dans l'élite, Clay découvre l'ivresse de revêtir la tunique rouge au temple de la vitesse, et il s'en montre digne. Dans un week-end marqué par la tragique disparition de Jochen Rindt, alors leader du championnat, le Tessinois prend la 3ème position en qualification et fait partie du groupe de tête dans les premiers tours. Comme d'habitude à Monza, c'est une course de troupeau. Un jeu d'aspiration auquel se livrent Ickx, Rodriguez, Stewart, Oliver, Hulme, Giunti et Regazzoni. Les positions évoluent à chaque tour, mais à la mi-course, les ennuis mécaniques ont déjà éliminé plusieurs prétendants. Regazzoni est toujours là, mais Stewart est accrocheur. Mais l'Écossais est ralenti par Jean-Pierre Beltoise, et Clay prend quelques mètres d'avance. Sous les cris des tifosi, Regazzoni décroche héroïquement sa première victoire en Grand Prix, pour seulement sa 5ème course. Qui plus est, à Monza, avec une Ferrari. D'aussi bons débuts, c'est extrêmement rare, et Clay devient de suite très populaire, surtout auprès des tifosi qu'il vient de régaler. Dès lors, Clay devient une star, et sa femme, Maria Pia, témoigne d'un changement de vie considérable. Cela dit, Regazzoni saura rester un gars simple auprès de ses proches et de ses 2 enfants. C'est le début d'une belle aventure, et il confirme dès la manche suivante au Canada, avec un nouveau podium. On oublierait presque que Clay est encore un débutant. Malheureusement, l'ultime épreuve à Watkins Glen est plus compliquée, mais il prend sa première pole position au Mexique, ainsi qu'un 4ème podium déjà. En seulement 8 Grands Prix, le Suisse inscrit suffisamment de points pour prendre la 3ème place au classement pilote. C'est pas mal, et ça donne de beaux espoirs pour 71. En 70, la Scuderia a réussi à régler pas mal de problèmes sur la voiture et à la rendre très performante. Tout le contraire de 71. La performance est toujours bonne, en témoigne l'excellent début de saison. À Kyalami, Clay se hisse sur la 3ème marche du podium quand Mario Andretti, débutant en rouge, remporte la victoire. 2ème en qualification en Espagne, des ennuis de pompe à essence l'obligent à renoncer. En fait, en 71, Ferrari cumule les ennuis. Son nouveau directeur, helvétique également, Peter Chetty, doit gérer plusieurs crises en interne, quand Mauro Forghieri peine à adapter les nouveaux châssis aux gommes Firestone. De plus, des problèmes de fiabilité viennent s'en mêler, et Regazzoni a du mal à finir les Grands Prix. Heureusement, sur un tour en qualification, il parvient à se montrer et se hisse quasi systématiquement sur les 2 premières lignes, avec en prime la pole position à Silverstone. Mais le dimanche, il doit bien souvent mettre pied à terre. Seuls les Pays-Bas et l'Allemagne font office de soulagement. Ouais, définitivement, sa saison 71 est bien plus délicate. Parmi les défauts de Clay Regazzoni, il y a son manque de technique. Ce n'est pas un pilote qui reste longtemps discuter avec les ingénieurs et mécaniciens pour améliorer l'auto. Non, Clay y va plus au talent. Un pilote qui vit sa passion et qui donne tout derrière le volant.
C'est beau et ça sert sa popularité, mais bon, il y a des défauts. 3ème en 70 et seulement 7ème en 71. Bon, notons tout de même une victoire hors championnat à Brands Hatch pour la course des champions. Mais ce n'est pas ça qui sauve sa saison. Et 72 n'est guère meilleur. L'état de grâce est désormais derrière lui, et Regazzoni rentre dans le rang. Lui et X continuent de mener la Scuderia, mais n'arrivent pas à la ramener tout en haut. Les rouges ne sont pas au niveau des Tyrrell et des Lotus, tandis que McLaren semble prendre le pas. Mais comme d'habitude, derrière le volant, Regazzoni donne tout. Il termine 4ème en Argentine, avant de se hisser en première ligne à Kyalami. Mais son dimanche est bien plus délicat. Cela dit, en Espagne, le Suisse prend son premier podium de la saison. Puis, les choses se gâtent. À 3 reprises en milieu de championnat, Clay commet des erreurs. Accident à Monaco, accrochage avec la De Tomaso de Galli à Zolder et avec la marche de Pace à Monza alors qu'il lui prenait un tour. Et puis, Clay a dû manquer 2 courses sur blessure. Non pas qu'il se soit craché avec sa voiture, non, mais il s'est pété le poignet en jouant au foot avec ses mécanos. Ouais, pilote de Formule 1, c'est un métier dangereux. Le problème, c'est que dans son attitude, Clay est trop nonchalant. Éminemment sympathique, le Tessinois irrite le Commendatore par son manque de professionnalisme et sa belle 2ème place lors de son retour en Allemagne ne le sauve pas. Ferrari ne parvient pas à régler ses problèmes et se débarrasse du Suisse en fin de saison. Ouais, c'est brutal. Approché par Brabham et Bernie Ecclestone, Clay rejoint finalement BRM aux côtés de Jean-Pierre Beltoise, vainqueur surprise de Monaco l'an passé, et Niki Lauda, jeune pilote autrichien. Les deux hommes semblent avoir des caractères opposés, l'un étant très cartésien et roule pour gagner, l'autre est plus détendu et passionné. Bon, dans les faits, Niki Lauda n'est pas que froid et calculateur, et Regazzoni n'est pas que passionné et amoureux de la course. Non, c'est un petit peu plus complexe. Mais bien qu'ayant 2 caractères assez opposés, les deux nouent une belle relation en 73. Une saison qui débute divinement bien, mais pour très peu de temps. En effet, pour sa première avec BRM, Clay prend la pole position mais échoue à la 7ème place le dimanche. La faute à un mauvais choix de pneus. L'illusion se poursuit encore quelques grands prix où il se hisse dans le top 8 en qualification et prend même le point de la 6ème place au Brésil. Mais au premier tiers de la saison, BRM rentre dans le rang, tout comme Regazzoni. À Kyalami, Clay est de nouveau victime d'un grave accident. Il heurte de plein fouet Mike Elwood au milieu de la piste. Regazzoni est sonné tandis que sa voiture prend feu. Il doit son salut à son collègue, ainsi qu'à un commissaire de piste ayant bravé le danger pour le sortir de là. Une nouvelle fois, le Suisse s'en sort bien car il ne souffre que de quelques blessures superficielles. Le reste de la saison est difficile. Les désillusions s'enchaînent et il n'entre qu'une seule autre fois dans les points. De nouveau 6ème en Autriche. En parallèle, il faut noter que Clay participe à quelques courses en championnat du monde d'endurance. Avec Ferrari les années précédentes, le Suisse avait obtenu de bons résultats, avec notamment une victoire aux 1000 km de Monza et une nouvelle aux 9 heures de Kyalami. Avec son départ de la Scuderia, Clay a atterri chez Alfa Romeo, mais les voitures au quadrifolio sont moins performantes que celles au cheval cabré. Cela dit, en Formule 1, on ne peut pas dire que la saison du cheval cabré soit étincelante. C'est même plutôt l'inverse. Alors que les monocoques en aluminium s'avèrent être la structure la plus performante, Ferrari s'entête avec de vieillissants châssis tubulaires, et les performances se dégradent dangereusement. X et Merzario déçoivent, et n'inscrivent à eux deux que 12 points. Autant que BRM, dont Beltoise est le leader avec les nouveaux châssis. Alors, chez Ferrari, on revoit son jugement et on se dit que Regazzoni n'était pas une mauvaise carte. Alors, au cœur de l'été, il signe un contrat avec les Rouges pour 74. À la base, il devait être associé à Arturo Merzario, mais Clay conseillera Ferrari de prendre Niki Lauda, l'une des révélations de la saison 73. Très critiqué par son faux statut de pilote payant, l'Autrichien a fait fermer quelques bouches en tenant tête à ses équipiers. Mais de là à rejoindre Ferrari, c'est une toute autre histoire et Regazzoni fait partie des acteurs de ce recrutement. Et contrairement à ses 3 dernières saisons, 74 va être bien meilleur. « 1974, c'est l'année du grand changement chez Ferrari, l'année où la Scuderia embrasse pleinement son époque. Elle abandonne son programme endurance et se concentre à 100% sur la Formule 1. 74, c'est aussi l'année de l'arrivée de Luca Di Montezemolo, et tout est lié. Et il se trouve que la voiture est prometteuse. Même si les premiers roulages à Fiorano ont fait peur à Niki Lauda, et l'Autrichien a fait parler son bagage technique pour considérablement faire progresser l'auto avec son équipier.
Bilan, lors de la première manche en Argentine, les deux 312 trônent au 2e et 3e rang, derrière la McLaren de Denny Hulme. Et ça n'a pas été une course facile pour Regazzoni qui est tombé en queue de peloton au départ en évitant un accident. Par son retour, Clay est témoin de la progression de Ferrari, surtout en interne, dans l'attitude. De quoi avoir le sourire donc, et le Suisse prend la 2e place au Brésil, encore derrière une McLaren, celle de Fittipaldi cette fois. Au terme de cette course, il figure en tête du championnat. Malheureusement, il doit abandonner en Afrique du Sud sur l'ennui mécanique, mais fort heureusement, la fiabilité fera moins défaut à Regazzoni que lors de son premier passage en rouge. Après quelques grands prix, une hiérarchie se dessine. McLaren et Ferrari semblent avoir l'avantage, tandis que Brabham, Tyrrell ou Lotus font office d'arbitre. Niki Lauda s'impose pour la première fois de sa carrière en Espagne, à Jarama, et devance Regazzoni, encore une fois aux avant-postes. Fittipaldi est 3e. Poleman en Belgique, il échoue à la 4e position, tandis que le poliste de chez McLaren triomphe. En fait, il est difficile de dégager clairement deux prétendants au titre. On se doute que ce sera un pilote McLaren ou un pilote Ferrari, mais de là à dire lequel, compliqué. Chez McLaren, Fittipaldi prend clairement l'ascendant et le champion du monde 72 est très performant, même s'il manque de régularité. Jody Scheckter sur Tyrrell s'invite également dans la lutte au titre. Lauda s'acclimate bien en devant de la scène, quand Regazzoni engrange des points, Grand Prix après Grand Prix. Clay retrouve le podium aux Pays-Bas, mais c'est Niki Lauda qui s'impose. Fittipaldi est 3e. Nous sommes à la mi-saison et ces trois pilotes ne sont séparés que de 3 points. En France, les rouges restent sur le podium et Emerson est accrocheur. En fait, c'est dans le dernier tiers de saison que l'on distingue une lutte Fittipaldi-Regazzoni. Durant cette saison, le Suisse a surpris beaucoup de monde. De fougueux et hargneux, il est devenu très régulier, même calculateur. Et c'est ce qui lui faisait défaut les années précédentes. En confiance chez Ferrari, il retrouve enfin le chemin de la victoire lors du Grand Prix d'Allemagne sur la Nordschleife. Une très belle victoire acquise dans des conditions difficiles, et au championnat, il frappe fort car ses deux adversaires ont abandonné. De nouveau dans les points en Autriche, il abandonne malheureusement en Italie alors qu'il était en tête. Leto se resserre au championnat et pas JJ alors qu'il ne reste que 2 courses. Au Canada, Regazzoni est un temps en dessous mais sauve les meubles en terminant 2e juste derrière Fittipaldi. Grâce à cette victoire, le Brésilien revient à égalité de points face aux Suisses. 52 partout. Scheckter peut encore espérer coiffer la couronne avec 45 points. La finale de la saison 1974 s'écrit donc sur le tracé de Watkins Glen et c'est à celui qui finira devant l'autre. Une semaine avant, Ferrari mène des essais privés sur le tracé new-yorkais et malheureusement, Clay sort de la piste et se blesse à la cheville. 7 jours plus tard, il est en mesure de prendre le départ, mais cette mésaventure perturbe sa préparation. Mais Clay n'est pas en forme, ni même Fittipaldi. Le Suisse est 9e, juste derrière son rival. En cas d'égalité, c'est bien le pilote McLaren qui serait titré au nombre de victoires. En fait, ce week-end-là, les favoris sont en difficulté, mais le dimanche, il faut sortir une performance digne d'un champion. Et à ce jeu, c'est Emerson qui s'en sort le mieux. Déjà titré en 1972, on se doute bien que cette expérience lui a servi. Clay, lui, subit. Sa Ferrari ne se comporte pas bien du tout et souffre d'un abominable sous-virage. Regazzoni s'effondre et achève sa saison au 11e rang. Fittipaldi termine 4e et prend ainsi son second titre de champion du monde, le premier de McLaren. Le Waterloo Glen, comme le surnomme la presse italienne, 1974 était la seule chance de sacre de Regazzoni. E io volevo farvi vedere la fotografia dei 3 protagonisti, diciamo, le 3 vedette della domenica quando ci sono i Gran Premi. Ecco, qui vedete il Clay, sempre brillante, ma tu dovresti fare l'attore cinematografico. Quando finisci di fare il corridore automobilista mi sa che tu farai l'attore, guarda lì, bel tenebroso. Poi abbiamo dall'altra parte Lauda. Ecco, questo Lauda, anche lui è un bel ragazzo, dicono tutte le donne si innamorano di lui. Com'è? Simpatico? Che tipo è? Beh, un ragazzo simpatico, è piacevole lavorare assieme perché è un tipo, un tedesco, un austriaco, quindi freddo, calcolatore, quindi solo macchine, corse, pensa solo a quindi un quello. serio professionista. Non pensa alle donne. Beh no. È signorino mi pare, no? Signorino, ecco. Però c'è la fidanzata che è fidanzato e quindi lo tiene sotto controllo. Senti, poi abbiamo visto in mezzo a voi due Montezemolo, mi pare. Ecco, qual è la carica di Montezemolo? Cosa fa lui con voi? Montezemolo lui è assistente alla presidenza, quindi dopo l'ingegner Ferrari viene Montezemolo, quindi sul campo di gara lui è responsabile della squadra
e l'anno scorso la sua venuta ha portato così un po' entusiasmo giovanile, lui è molto giovane, sì, ha 26 anni. Sì. Mantiene i rapporti con la stampa. Con la stampa, esatto, è veramente molto bravo, molto intelligente, e quindi ha saputo creare uno spirito di squadra che da anni non esisteva la Ferrari. Poi c'è l'altra grande novità, adesso vi faremo vedere la fotografia di quella che è la pista sulla quale Lauda e Regazzoni hanno la possibilità di allenarsi tutti i giorni quando sono a Modena e a Maranello. Lavorare, diciamo. Quando siete a lavorare, ecco, sì. Dunque, il nostro campo di lavoro. Ecco, intanto è una cosa unica, direi, perché è solo la Ferrari che ha la pista privata, direi. Sì, non so veramente è l'orgoglio del commendatore e dell'ingegner Ferrari perché ha voluto questa pista privata. Ferrari fait office de favori pour 1975 et la nouvelle 312T voit le jour. Introduite à Kyalami pour le 3e rendez-vous de la saison. Niki et Clay font donc avec le modèle de 74 pour l'Argentine et le Brésil. Et c'est plutôt moyen car pendant ce temps, Fittipaldi marque de gros points. Ferrari a du retard et leur saison débute réellement en Afrique du Sud. Grand Prix qui se solde par un abandon de Regazzoni et une maigre 5e place pour Lauda. Appelons ça un retard à l'allumage. Assez littéralement car c'est le flat 12 qui manquait de puissance. Heureusement, de la course suivante en Espagne, Ferrari retrouve de sa superbe. Lauda et Regazzoni monopolisent la première ligne, avant de renoncer le lendemain après un départ trop mouvementé. Mais à Monaco, Lauda s'impose. Et Regazzoni? Eh bien, Regazzoni est victime d'un nouvel accident. Et à force de prendre du retard, on finit par louper le train, et c'est précisément ce qu'il se passe en 75. Clay a manqué de réussite, mais quand le chat noir quitte enfin sa voiture, le Suisse n'est pas en mesure de se hisser au niveau de son équipier. En effet, c'est en 75 que Lauda s'approprie Ferrari. Plus à l'aise, meilleur metteur au point et davantage taillé pour jouer la gagne, l'Autrichien prend le pas sur son équipier suisse. 3e en Suède et aux Pays-Bas, Clay ne peut défendre ses chances de titre. Également plus sujet à la malchance, il regarde son désormais chef de file lutter et prendre la couronne mondiale. Et ça se passe en Italie, et ce jour-là, Regazzoni retrouve la lumière. Qualifié 2e derrière l'Autrichien, Clay prend la tête au départ. Contrairement à 70, la course est moins disputée et le Suisse mène toute l'épreuve pour s'imposer une 2e fois à Monza, devant les tifosi. La 3e victoire de sa carrière. Niki Lauda est 3e et devient ce jour-là champion du monde, tout comme Ferrari. Clay n'aura pas remporté le titre pilote, mais il aura contribué au sacre de la Scuderia. Et c'est pas mal. Notons que 2 semaines plus tôt, Regazzoni remportait sa 2e et dernière victoire en championnat. C'était à Dijon-Prenois pour le Grand Prix de Suisse. Et ouais, victoire devant 2 Paillet et Mas. Bref, si Clay s'est fait manger par Niki en 75, la relation entre les deux pilotes est toujours bonne. Comme dit plus tôt, Regazzoni n'est pas prise de tête. Quelqu'un de simple et d'attachant, et ça n'a pas changé avec les victoires ou avec les défaites. Il espère que la saison 76 sera un petit peu meilleure, mais bon, en réalité, ce sera très similaire. Cette fois, le titre se joue entre Niki Lauda et James Hunt, successeur de Fittipaldi chez McLaren. Mais si les 2 premiers Grands Prix de la saison sont compliqués pour le Suisse, Regazzoni réalise sa plus belle prestation en Formule 1 à Long Beach. Il domine tout le week-end et prend la pole position, le meilleur tour en course et la victoire en ayant mené tous les tours. Bref, un grand chelem. En interne, la direction a changé. Luca Di Montezemolo est parti et c'est désormais Daniele Audetto à la tête de la Scuderia. Ce dernier aura d'ailleurs une préférence pour Regazzoni et ses relations avec l'Autrichien seront houleuses. Ferrari a la meilleure voiture, le meilleur pilote avec un numéro 2 solide faisant son taf, mais trouve le moyen de pimenter les choses. Sauf que sur la piste, c'est Lauda qui domine et Clay n'est pas en mesure de lui prendre le leadership. Mais la donne change de nouveau en interne après l'accident du départ de Brandzach, dont Regazzoni est jugé responsable. Ce qui déplaît fortement à Enzo Ferrari et on comprend que la place du Suisse est de nouveau menacée. Mais quand arrive le Grand Prix d'Allemagne, la situation change encore une fois. Niki Lauda frôle la mort et manque plusieurs courses. Alors, la direction de Ferrari agit de manière incompréhensible. À ce moment-là, James Hunt et McLaren parviennent à mettre les choses dans l'ordre et reviennent dans le match. L'absence de Niki est une aubaine pour le Britannique qui refait son retard. Mais en Autriche, manche suivant le Grand Prix d'Allemagne, Ferrari décide de se retirer. La Scuderia annonce carrément son retrait du championnat, plutôt que d'envoyer Regazzoni au charbon pour tenter de ralentir Hunt, de prendre des points à Hunt. Encore un choix pertinent. Finalement, Niki Lauda met la pression à Enzo Ferrari depuis son lit d'hôpital pour que les Rouges disputent les Grands Prix en son absence et à Zandvoort, Regazzoni reprend du service.
Seul représentant de la Scuderia ce week-end-là, il réalise une course honorable en terminant deuxième, mais James Hunt est plus fort et prend la victoire. C'est d'ailleurs ce même week-end qu'il apprend qu'il ne sera pas conservé pour 77, remplacé par Carlos Reutemann. Oui, la gestion de la Scuderia à cette époque était vraiment particulière. En Italie, si Lauda lui vole la vedette en terminant 4ème pour son retour, Clay s'offre un dernier podium à Monza avec la tunique rouge. La fin de saison est morose, et si Ferrari remporte le titre constructeur, Hunt prend le titre pilote. À Fuji, Clay vivait donc son ultime Grand Prix avec la Scuderia et il l'achève à la 5ème place. Fin de son aventure en rouge. L'aventure en haut de la grille s'arrête pour Clay Regazzoni qui en 77 rejoint la modeste écurie Insign. Malgré sa monture, le Suisse réalise quelques coups d'éclat intéressants, comme en Argentine pour son premier Grand Prix. 6ème et donc 1 point. En fait, encore une fois, Clay Regazzoni aurait pu piloter pour Brabham car Bernie Ecclestone avait approché, mais selon ses dires, le Suisse préférait rouler avec de bonnes personnes. D'où son refus de Brabham, une voiture qui pouvait remporter des Grands Prix. Après l'Argentine, la suite est bien difficile. Accident au Brésil et plusieurs ennuis mécaniques. Et à Monaco, Clay n'est même pas qualifié. Mais c'est normal car le Suisse a déserté la principauté au soir de la première journée de roulage. Direction les États-Unis et plus particulièrement direction l'Indiana. Ouais, Clay va tenter de se qualifier avec une McLaren du Theodore Racing. S'il se fait une belle frayeur en essai, il fait partie des 33 prenant le départ et va au bout de l'épreuve malgré les ennuis. 30ème à l'arrivée. De retour en Formule 1, Clay prend 2 belles 7ème places en Suède et en France qui confirment que sur un malentendu, ça peut payer. Malheureusement, cette fois-ci, il subit bel et bien un affront en Grande-Bretagne en étant éliminé en qualification. Et là, il n'allait pas à l'Indy 500. Ouais, ça fait le yo-yo, mais en fin de saison, ça finit par sourire. Qualifié 7ème à Monza, le Suisse retrouve les points avec une belle 5ème position. Rebelote à l'occasion de son 100ème Grand Prix, de nouveau 5ème. Et au Japon, dernière manche de la saison, Regazzoni prend un super départ depuis sa 10ème place et entre dans le top 5. Les tours s'égrènent et il profite des abandons de Mass et de Watson pour monter sur le podium provisoire. 3ème avant de prendre la 2ème place à Scheckter et de tristement renoncer sur un ennui mécanique. Terrible car Regazzoni était en train de réaliser un exploit avec son Insign. Direction Shadow en 78, écurie de milieu de grille également, mais qui a réussi l'exploit de remporter le Grand Prix d'Autriche 77 avec Alan Jones. Mais on est bien loin de Ferrari et la voiture n'est pas performante. Clay fait de son mieux, mais ne se qualifie jamais dans le top 15 et essuie un total de 5 non-qualifications. On le dit fini, émoussé et démotivé, mais Clay prend tout de même 2 5e places entre le Brésil et la Suède. Comme quoi, il est toujours capable de faire des coups d'éclat. Et ce sont peut-être ces derniers qui motivent Frank Williams et Patrick Head. De voir Clay Regazzoni rebondir dans la nouvelle écurie Williams peut surprendre. À presque 40 ans et après 2 saisons en fond de grille, ce n'était pas le choix le plus évident, mais c'est une chance pour le Suisse qui va retrouver du poil de la bête. Enfin, il y a quand même un petit peu de latence. En effet, Williams débute la saison avec une FW06 désormais obsolète. Dorénavant, il faut des wing-cars et cette dernière arrivera au cours de l'année. En attendant, il faut faire au mieux et il faut dire que Regazzoni a un petit peu de mal. Alan Jones le domine et l'Australien parvient même à prendre un podium à Long Beach. La nouvelle FW07 entre en action en Espagne, mais les débuts sont un petit peu poussifs pour cette voiture. Si le moteur du Suisse rend l'âme à Jarama, il s'accroche avec Scheckter en Belgique et abandonne. Ouais, difficile, mais à Monaco, Regazzoni sauve sa peau. Partant seulement 16ème, le Tessinois remonte tout le Grand Prix et termine 2ème. Il retrouve les chemins des podiums. À chaque fois, c'est au moment où on commence à douter de lui qu'il réagit et sort une belle performance. Puis, 2 Grands Prix plus tard, c'est le hold-up de Silverstone. Williams a beaucoup travaillé sur la FW07 et un de leurs ingénieurs fait considérablement évoluer l'auto, un certain Ross Brown. Il adapte l'aérodynamisme de la Williams et cette dernière se montre redoutable à domicile. Alan Jones et Clay Regazzoni font un bond en avant et l'Australien prend la pole position. Il semble bien plus à l'aise que son équipier, 4ème, à 1 seconde 2 de son chef de file. Oui, mais la course réserve son lot de surprises, et Regazzoni fait parler son agressivité pour pointer au 2e rang au terme du premier tour. Jones s'échappe et Williams se dirige vers un doublé, mais l'Australien doit renoncer sur casse moteur. Ainsi, Regazzoni prend la tête de la course et remporte ce jour-là sa 5e et dernière victoire en Grand Prix, la toute première de Williams. Clay, what is so good about this Williams car?
Everything. Sur le podium, Clay est ému et est conscient qu'il s'agit certainement de sa dernière victoire. And Regazzoni has got ahead of Lafitte. Look at that. Look at the white car leading those three. That's Clay Regazzoni up into second place. Jacques Lafitte in the blue and white, Ligier behind him, the man who won in Brazil and the Argentine. Trying to take Regazzoni. And listen to the crowd roar. The German crowd wants the Swiss driver, Clay Regazzoni, to do well. Par la suite, Williams devient l'équipe à battre et Jones triomphe à plusieurs reprises. Regazzoni prend quelques podiums, deuxième en Allemagne, puis troisième en Italie et au Canada, 128e et dernier. Dominé par Jones, il apprend naturellement qu'il ne sera pas conservé par Frank Williams. À 40 ans, après 10 saisons de Formule 1 et une 5e victoire inespérée, il serait peut-être temps de raccrocher le casque. Mais non, Clay est un passionné et il veut continuer. Approché par Alfa Romeo, il rebondit finalement chez Insign. Un retour dans l'écurie de Monoun qui n'est guère en meilleure position qu'en 77. Ça s'annonce compliqué, mais qu'importe, Clay veut profiter d'avoir une voiture de Formule 1 entre les mains. En Argentine, il part 14e mais subit des ennuis durant la course. Le Brésil n'est guère meilleur et il abandonne sur bris de suspension. Mais à Kyalami, il retrouve un petit peu de forme et termine le Grand Prix d'Afrique du Sud dans le top 10 à la 9e place. Puis vient le Grand Prix des États-Unis Ouest à Long Beach. En ce dimanche 30 mars 1980, Clay prend le départ depuis la 23e et avant-dernière position. Ses premiers tours sont bons et remonte fort dans le paquet. 10e au 14e tour, 5e au 47e et 4e au 48e. Une nouvelle prouesse de la part du Tessinois, mais au 52e tour, sa vie bascule. Lancé à 290 km/h dans la ligne droite, Regazzoni constate avec effroi que ses freins ne répondent plus. Désespéré, il tente de percuter la Brabham de Zunino pour amortir le choc, mais ce dernier est tout de même très violent. L'avant de sa voiture a disparu et Clay ne peut s'en extraire. Les secours arrivent et le pilote suisse est évacué vers l'hôpital après plusieurs minutes. Le bilan est sévère, fracture de la jambe gauche, cage thoracique enfoncée, commotion cérébrale et le plus grave, de sévères lésions à la colonne vertébrale. Clay a encore des sensations dans les jambes et subit une lourde opération pour le stabiliser. C'est un échec. Il devient paraplégique. L'incidente, sono rimasto intontito per qualche minuto, poi sentivo un forte dolore ai fianchi perché la vettura era accartocciata, ma poi all'ospedale ho realizzato che non avevo nessuna sensibilità nelle gambe. Malgré le choc, Clay restera quelqu'un de positif. La Formule 1, c'est terminé pour lui, mais il trouve d'autres combats. Des combats pour rendre la vie plus facile aux personnes à mobilité réduite, mais aussi un combat pour son retour derrière le volant. Oui, dans les années 80, Clay retrouve la compétition au volant de voitures spécialement adaptées à son handicap. C'est ainsi qu'il dispute le Paris-Dakar et d'autres épreuves du rallye raid, mais aussi, il retrouve le chemin des circuits en sport prototype. Il disputera même les 12 heures de Sebring en 93, avant que la FIA ne lui refuse sa participation dans divers championnats. En 2000, Clay Regazzoni dispute sa toute dernière course avec le Londres-Sydney, épreuve de rallye raid. Après son accident à Long Beach, Clay s'est donc reconverti et sera régulièrement présent dans les paddocks, notamment en tant que consultant pour la télévision suisse-italienne. Personnage central des années 70 en Formule 1, Clay était un pilote respecté et très apprécié. Vainqueur de 5 Grands Prix, il est aujourd'hui le Suisse le plus victorieux de la catégorie et également le dernier vainqueur. Discret malgré sa reconversion, Clay Regazzoni nous quitte le 15 décembre 2006 après un accident sur l'autoroute Milan-Bologne, vraisemblablement victime d'un malaise. Ses funérailles ont eu lieu à Lugano avec la présence notable de certains de ses anciens collègues, des Niki Lauda, des Jackie Stewart ou des Emerson Fittipaldi. C'était l'histoire de Clay Regazzoni. Sur le côté gauche de l'écran, les noms de ceux qui ont décidé de rejoindre la chaîne, merci beaucoup. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto. À la prochaine, des bisous.